Mesdames et messieurs, chers curieux de l'infini, bien le bonjour. Pour cette vidéo, j'ai évidemment sorti ma chemise la plus colorée, car comme vous en doutez, nous allons traiter de l'homosexualité. La question que pratiquement tout être humain s'est déjà posée au moins une fois dans sa vie, l'homosexualité est-elle naturelle ou non? Généralement, lorsqu'on pose cette question, les gens ont déjà un avis bien tranché. Le but de cette vidéo est justement d'éviter tout jugement, d'être le plus neutre possible et d'analyser les études scientifiques réalisées sur ce sujet afin de déterminer si, oui ou non, l'homosexualité peut être considérée comme naturelle. Mais avant ça, je sais que certaines personnes ont parfois du mal à écouter quelqu'un lorsqu'elles ont l'impression qu'il est personnellement concerné par le sujet et donc potentiellement biaisé. C'est un peu comme dans un débat philosophique sur l'existence de Dieu. Certains préféraient entendre une personne agnostique plutôt qu'une personne très religieuse ou très athée, estimant que cette dernière risque davantage de partir avec des présupposés. Je précise donc que non, je ne suis pas homosexuel, même si ça ne devrait pas vraiment être précisé. J'avoue que l'un de mes films préférés c'est Mamma Mia, mais en même temps qui ne rêverait pas de danser et chanter du Abba sur une île grecque. Bon, trêve de plaisanterie, passons au sujet de la vidéo. Pour commencer sur un tel sujet, la première question à se poser est peut-être la suivante: qu'est-ce qu'on appelle exactement l'homosexualité? Je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est la définition de tous les jours, je ne vais pas non plus vous expliquer ce qu'est une personne lesbienne ou gay, il faut simplement commencer par comprendre que les scientifiques distinguent généralement l'orientation sexuelle du comportement sexuel. Une personne peut tout à fait ressentir une attirance envers des personnes du même sexe sans jamais avoir eu de relation homosexuelle. A l'inverse, certaines personnes peuvent avoir eu des expériences homosexuelles sans pour autant se définir comme homosexuelles. Cette distinction est assez importante car l'attirance, les comportements et l'identité revendiquée ne coïncident pas toujours. L'identité, ce n'est pas du tout un sujet qu'on va traiter dans cette vidéo. Voire jamais. Donc voilà, lorsque les chercheurs réalisent leurs études, ils doivent préciser exactement ce qu'ils mesurent. Est-ce qu'ils étudient les attirances, les relations vécues, ou l'identité déclarée? Selon la question posée, les résultats peuvent vite varier, et déjà toutes ces nuances peuvent rapidement compliquer les choses. À partir de là, on peut déjà abandonner l'idée selon laquelle l'orientation sexuelle se répartirait en catégories parfaitement séparées. Pendant longtemps, on a imaginé qu'une personne était soit hétérosexuelle, soit homosexuelle, que le démon l'habite. Mauvais jeu de mots. En réalité, c'est beaucoup plus nuancé. Chez certaines personnes, les attirances peuvent être très clairement orientées vers un seul sexe, chez d'autres, elles peuvent être plus variées, ou parfois même évoluer légèrement au cours de la vie. Ça ne signifie pas que l'orientation sexuelle est un choix, ou qu'elle change facilement, on va juste voir ce qu'il en est. Ça signifie simplement que la diversité humaine est plus riche que les classifications les plus simples, et c'est important de garder ça en tête. Même si je sais qu'elle est critiquée, l'échelle de Kinsey est plus proche de la réalité que la vision manichéenne. Bon, avant de voir ce qu'est l'homosexualité et c'est une explication scientifique, je tiens d'abord à casser une idée selon laquelle elle serait une maladie. Cette idée a longtemps existé dans de nombreuses sociétés parce que les comportements sexuels étaient jugés à travers des normes religieuses, ou culturelles, pour être gentil. On ne jugeait pas l'homosexualité à partir de véritables observations scientifiques. De toute façon, ça je vous l'apprends pas, l'homosexualité n'a pas toujours été perçue de la même manière que dans les sociétés modernes. En me basant sur l'encyclopédie de l'université de Stanford, dans l'Occident antique, ce sont surtout les rôles sociaux et sexuels qui pouvaient être jugés. Parce que sinon, dans l'Occident antique, tout ce qui est Rome antique, Grèce antique, etc., les actes homosexuels, on s'en battait un peu les couilles. Le grand basculement vers une condamnation morale et religieuse apparaît avec la christianisation de Rome, qui s'est faite entre le 3e et le 6e siècle. Après, sans faire de mauvais jeu de mots, ça se durcit fortement dans le Rome médiévale, surtout à partir du 12e et 13e siècle. Et pour ceux qui se demandent, non, chez les Grecs, on n'avait pas non plus une société LGBT-friendly. L'homosexualité était totalement admise, certes, elle pouvait même être socialement reconnue, surtout dans les milieux aristocratiques, mais elle était encadrée par des normes très strictes: l'âge, le statut social, la virilité et le rôle actif ou passif. Ça comptait énormément. C'était donc ni l'homophobie moderne, ni une acceptation moderne de l'homosexualité. L'idée centrale n'était pas « t'es gay ou t'es hétéro », c'était plutôt « est-ce que tu respectes ton rôle social d'homme libre, citoyen, viril, futur mari et père ?» Des sociétés qui étaient extrêmement sexistes quand même. Bon, en gros, tu t'es bien vu en tant que citoyen adulte, tant que tu étais le gars derrière dans la sodomie. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de pédérastie grecque, c'est-à-dire une relation entre un homme adulte, souvent mentor, et un adolescent, ou jeune homme. Dans certains milieux, surtout les milieux aristocratiques, ça pouvait être présenté comme une relation d'éducation, de formation morale, militaire ou intellectuelle. Les bienfaits de la stimulation prostatique. Bon, voilà pour les Grecs. Après, il y a évidemment eu les chrétiens qui ont imposé pendant presque 2 millénaires que non, l'homosexualité n'est pas naturelle. Je pense que l'utilisation du verbe imposer est tout à fait légitime dans ce contexte. D'ailleurs, il n'y a pas eu que les chrétiens, mais dans notre monde occidental, quand même, on va pas se mentir pour faire plaisir aux gens.
Bon, voilà. Au cours du XXe siècle, les recherches en psychologie, en psychiatrie et en médecine ont progressivement montré qu'il n'existait aucune preuve permettant de considérer l'homosexualité comme un trouble mental. C'est aujourd'hui un fait reconnu par les grandes organisations médicales internationales, être homosexuel n'est pas une pathologie. Et enfin, dernier point à aborder avant de vraiment entrer dans le vif du sujet, on sait aujourd'hui que l'orientation sexuelle apparaît généralement très tôt dans la vie. Beaucoup d'adultes homosexuels rapportent avoir ressenti leurs premières attirances dès l'enfance ou le début de l'adolescence, souvent avant même d'avoir pleinement conscience de ce que ça signifie réellement. Donc au final, si l'orientation sexuelle apparaît aussitôt, quels mécanismes biologiques ou développementaux contribueraient à cette formation ? Bon, pour répondre à la question générale de la vidéo, un indice pourrait peut-être se trouver dans le monde animal. Est-ce que l'homosexualité existe seulement chez les êtres humains ? Bon, on connaît l'histoire, pendant longtemps les êtres humains ont eu tendance à se considérer comme fondamentalement différents du reste du monde animal. À vrai dire, ce n'est pas seulement pendant longtemps, puisque beaucoup de personnes continuent encore aujourd'hui à le penser, mais bref. En tout cas, cette vision a conduit à croire que certaines caractéristiques, notamment dans le domaine des comportements sexuels, étaient propres à notre espèce. Sauf que lorsque les scientifiques ont commencé à étudier le comportement des animaux dans leur milieu naturel, ils ont découvert une réalité beaucoup plus complexe. Des comportements homosexuels ont été observés chez un très grand nombre d'espèces, parfois de façon occasionnelle, parfois de manière régulière et durable. Les biologistes ont recensé de tels comportements chez plusieurs centaines d'espèces animales. Ils ont été observés chez des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des poissons et même certains insectes. Des couples de même sexe ont notamment été documentés chez des manchots, des cygnes, des dauphins, des girafes, des lions et bien d'autres animaux. Alors, évidemment, il ne faut pas confondre des mâles qui seraient gays au sens humain du terme avec des mâles qui présentent des comportements homosexuels. Mais dans tous les cas, il existe bien des formes d'interaction sexuelle entre individus de même sexe. Et parfois, ces interactions s'accompagnent même de liens sociaux durables, de coopération ou de comportements même parentaux. Je reprends l'exemple des manchots, certains peuvent former des couples stables pendant de longues périodes, construire un nid ensemble et adopter des comportements similaires à ceux des couples hétérosexuels. Lorsque des œufs abandonnés leur sont confiés, certains couples participent même à leur incubation et à l'élevage des petits. Alors oui, il arrive aussi que ces abrutis couvrent des pierres, mais ça montre malgré tout que les comportements homosexuels existent bel et bien dans le monde animal. Ça montre également que les relations entre individus de même sexe ne se limitent pas nécessairement à des comportements directement liés à la reproduction. C'est quand même très surprenant. Voilà, je n'ai pris que l'exemple des manchots, mais si vous voulez découvrir d'autres cas, je vous invite à regarder la vidéo de Science Bestiale consacrée à l'homosexualité dans le règne animal. Mais bon, comme je l'ai dit, il faut faire attention à une confusion fréquente. Observer des comportements homosexuels chez les animaux ne signifie pas automatiquement que ces animaux possèdent une orientation sexuelle identique à celle des humains. Chez l'être humain, il existe une dimension psychologique, affective et parfois identitaire qui est évidemment très difficile à étudier chez les autres espèces. Malgré ça, toutes ces études sur les animaux ont montré que les comportements entre individus de même sexe ne sont ni propres à l'espèce humaine, ni contraires au fonctionnement de la nature. Il ne s'agit pas d'une maladie qui toucherait tous ces animaux. Ces comportements apparaissent dans des contextes extrêmement variés et semblent parfois même remplir des fonctions sociales, relationnelles ou biologiques très complexes. En toute objectivité, cela remet totalement en question l'idée selon laquelle l'homosexualité serait un phénomène moderne ou purement culturel. Mais alors, on peut se demander pourquoi les comportements homosexuels sont aussi répandus chez les animaux. Si l'évolution favorise généralement les caractéristiques qui augmentent les chances de transmettre ces gènes à la génération suivante, comment expliquer la présence durable de comportements qui ne conduisent pas directement à la reproduction ? Ça peut paraître totalement contradictoire quand même. Et pour dire la vérité, cette question, ça reste un grand sujet de recherche en biologie de l'évolution. Plusieurs hypothèses ont été proposées, mais aucune n'apporte à elle seule une réponse définitive. Si ces comportements apparaissent dans des branches très différentes du monde vivant, pourraient-ils être influencés par des mécanismes biologiques plus profonds ? Et forcément, les chercheurs se sont orientés vers l'étude de l'hérédité et de la génétique. Les gènes peuvent-ils influencer l'orientation sexuelle ? Instinctivement, beaucoup de personnes répondront non, c'est pas parce qu'on est gay que nos enfants sont forcément gays, mais lorsqu'on creuse un peu, la question est loin d'être aussi simple. Alors, à première vue, la logique pourrait nous pousser à penser que l'homosexualité ne peut pas être naturelle, puisque les personnes homosexuelles ne se reproduisent pas directement entre elles. C'est l'argument principal contre l'homosexualité. Pour faire un gosse, il faut ça et ça, pouf, ça fait un gosse. Ça et ça, ça marche pas. Bon, tu peux toujours faire ça, mais ça fera pas de gosse en tout cas. Et je vais pas faire l'exemple féminin, vous savez très bien ce que c'est. Il pourrait donc sembler étrange que l'homosexualité possède une composante génétique, puisque les homos ne se reproduisent pas. Pourtant, depuis plusieurs décennies, des chercheurs tentent de déterminer si les gènes participent à l'apparition d'orientations sexuelles, et si oui, de quelle manière.
Alors, les études se sont d'abord intéressées aux familles. Les chercheurs ont remarqué que l'homosexualité semblait parfois apparaître plus fréquemment dans certaines lignées familiales que ce que l'on pourrait attendre par simple hasard. Bon, à elle seule, cette observation ne prouve rien, hein. Les membres d'une famille partagent des gènes, certes, mais ils partagent aussi un environnement, une éducation, et parfois un contexte social ou même biologique par rapport aux mères qui sont communs. Cette ressemblance pourrait donc en théorie venir aussi bien de facteurs génétiques ou autres facteurs biologiques que de facteurs même environnementaux. Pourquoi pas? On ne va pas exclure cette hypothèse maintenant. Et donc, pour aller plus loin, les scientifiques se sont tournés vers l'étude des jumeaux. Les jumeaux identiques, c'est un outil incroyable pour la recherche. Désolé les jumeaux de vous réduire au statut d'outil scientifique, mais vous partagez pratiquement le même patrimoine génétique, donc c'est génial. Si l'orientation sexuelle dépendait entièrement des gènes, alors deux jumeaux identiques devraient toujours, ou plutôt très souvent, avoir la même orientation sexuelle. Or, ce n'est absolument pas le cas. Lorsqu'un jumeau identique est homosexuel, l'autre a effectivement davantage de chances de l'être également que dans la population générale. Mais cette concordance déjà est très faible et elle n'est absolument pas systématique. Ça suggère donc que les gènes peuvent jouer un rôle sans être les seuls facteurs impliqués. Avec les progrès de la génétique moderne, les scientifiques ont ensuite pu comparer l'ADN de centaines de milliers de personnes. L'objectif était de repérer d'éventuelles variations génétiques plus fréquentes chez les personnes ayant des comportements homosexuels. Et les résultats suggèrent bien que l'orientation sexuelle possède une petite composante génétique, mais que celle-ci est extrêmement complexe. Mais une légère composante génétique ne signifie pas un gène direct. Et la conclusion importante à retenir de ces recherches, c'est que non, il n'existe pas de gène de l'homosexualité. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression dans certains médias, hein, le gène de l'homosexualité, mais ça correspond absolument pas à la réalité scientifique. Les scientifiques n'ont jamais découvert un gène unique qui déterminerait à lui seul l'orientation sexuelle d'une personne. Au contraire, les études suggèrent qu'un très grand nombre de variations génétiques pourraient intervenir, chacune exerçant une influence minuscule. Ce serait donc la combinaison de nombreux facteurs qui pourraient contribuer au développement de certaines attirances. Et son fonctionnement n'a absolument rien d'exceptionnel. Beaucoup de caractéristiques humaines reposent exactement sur la même logique. La taille, certaines capacités cognitives, certains traits de personnalité ou encore le risque de développer certaines maladies, toutes ces caractéristiques dépendent souvent de l'action combinée d'un très grand nombre de gènes auxquels s'ajoutent d'autres influences biologiques et environnementales. L'orientation sexuelle semble suivre une logique comparable. Donc au final, harceler quelqu'un à cause de son homosexualité, c'est aussi absurde que de le harceler pour sa taille ou pour certains traits de personnalité. Si on suit cette logique, c'est aussi con que ça. Les gènes ne dictent pas un destin inévitable, ils peuvent simplement contribuer à certaines prédispositions qui interagissent ensuite avec de nombreux autres facteurs au cours du développement. Deux personnes possédant des patrimoines génétiques très proches peuvent donc présenter des orientations sexuelles différentes. Donc l'hérédité n'explique pas à elle seule l'homosexualité. C'est un tout petit facteur qui est vraiment léger. Les chercheurs considèrent plutôt qu'elle n'explique qu'une partie de la diversité observée dans la population. La conclusion est donc assez simple, la génétique compte probablement, mais elle ne suffit pas à expliquer pourquoi une personne est homosexuelle, hétérosexuelle ou bisexuelle. D'autres mécanismes biologiques interviennent nécessairement. Pour mieux comprendre la formation de l'orientation sexuelle, il faut donc s'intéresser à d'autres influences, notamment à celles qui peuvent agir pendant le développement du fœtus. Les chercheurs se sont alors demandé comment le cerveau se construit dans l'utérus et si certains facteurs présents durant la grossesse pouvaient influencer l'orientation sexuelle future. Et vous allez voir, là c'est assez important par contre. Bon, le point le plus important de cette vidéo, celui qui nous permet peut-être de mieux comprendre l'origine de l'orientation sexuelle, ça concerne le rôle du développement avant la naissance. Durant les mois passés dans l'utérus, les principaux organes se forment. C'est d'ailleurs pendant cette période que le cerveau se développe et que de nombreux mécanismes biologiques se mettent en place. Forcément, certains scientifiques pensent qu'une partie de l'orientation sexuelle pourrait être influencée par des événements qui se produisent à ce moment-là. L'idée est toute simple, le cerveau humain ne se construit pas instantanément. Son développement est un processus long et extrêmement complexe qui dépend à la fois des gènes et de l'environnement biologique dans lequel grandit le fœtus. Pendant la grossesse, de nombreuses substances circulent dans l'organisme de la mère et du futur bébé. Certaines jouent un rôle essentiel dans le développement du cerveau. Les chercheurs se sont donc demandé si de légères variations dans cet environnement prénatal pouvaient influencer certains aspects de la future orientation sexuelle. Et parmi toutes les pistes étudiées, il y en a une particulièrement importante, celle des hormones. Les hormones, si vous avez bien écouté au collège, vous savez que ce sont des messagers chimiques qui sont produits naturellement par le corps. Les hormones, elles participent à de nombreux processus biologiques, notamment au développement sexuel. Les scientifiques savent depuis longtemps que les hormones influencent la formation de certaines structures cérébrales chez de nombreuses espèces animales. Il était donc logique d'examiner si des mécanismes comparables pouvaient également exister chez l'être humain.
Cependant, les recherches n'ont jamais montré qu'une hormone particulière fabriquerait automatiquement une orientation sexuelle déterminée. En réalité, tout est beaucoup plus subtil. Les scientifiques envisagent plutôt que de légères variations dans l'exposition à certaines hormones, on peut en avoir des différentes, pendant des périodes précises du développement, puissent contribuer, parmi de nombreux autres facteurs, à influencer certains aspects de l'attirance future. On parle donc d'influence probabiliste, et absolument pas d'un mécanisme automatique. Vous n'avez pas forcément un pic d'hormones d'un coup qui va vous rendre homosexuel. Ça peut être plusieurs trucs. Alors, il y a une observation assez intéressante qui est ce qu'on appelle l'effet du frère aîné. Plusieurs études ont montré que statistiquement, je dis bien statistiquement, un homme a légèrement plus de chances d'être homosexuel lorsqu'il possède plusieurs frères biologiques aînés. Bon, je sais que certains vont s'offusquer, mais bien évidemment, cet effet reste limité à l'échelle individuelle. Il est cependant suffisamment régulier pour avoir attiré l'attention des scientifiques. D'ailleurs, je précise que le phénomène semble être lié au nombre de frères biologiques nés avant lui, et non au fait d'avoir grandi avec eux. Il y a quand même une très grosse différence. Bon, autrement dit, plus un homme possède de frères biologiques aînés, plus la probabilité statistique qu'il soit homosexuel augmente légèrement. Mais attention, je vois déjà ceux qui vont s'insurger dans les commentaires, ça ne signifie absolument pas que le dernier garçon du grande fratrie sera forcément homosexuel, ni même qu'il y aura nécessairement une personne homosexuelle dans la famille. On parle uniquement de probabilité. Le premier garçon peut être homosexuel et le dernier hétérosexuel, il n'y a aucune règle individuelle, c'est juste que statistiquement, il y a plus de chances. Pour expliquer cet effet, certains chercheurs ont proposé une hypothèse immunologique. En gros, lors de grossesses successives portant des garçons, parce que ça concerne vraiment les garçons, l'organisme maternel pourrait progressivement développer une réaction immunitaire dirigée contre certaines protéines liées au développement masculin. Cette réaction pourrait alors influencer légèrement le développement cérébral de certains fils conçus par la suite. Bon, ce n'est qu'une hypothèse, ça continue à être étudié, à être discuté, mais ça illustre bien la manière dont des événements survenant avant la naissance pourraient participer à la formation de l'orientation sexuelle. Pour continuer, les neurosciences ont également cherché à déterminer si certaines différences cérébrales, directement, pourraient être associées à l'orientation sexuelle. Quelques études ont identifié des différences statistiques dans certaines régions ou certains réseaux de cerveau entre différents groupes de personnes. Mais les résultats doivent être interprétés avec énormément de prudence. Ça, vous le savez déjà certainement, mais le cerveau humain présente naturellement une immense diversité entre les individus. Et lorsqu'une différence est observée, c'est très difficile de savoir si ça constitue une cause, une conséquence de l'expérience vécue, ou simplement une corrélation sans lien direct. Mais bon, quoi qu'il en soit, malgré toutes ces limitations, l'ensemble des recherches convergent vers une idée importante. L'orientation sexuelle semble commencer à se construire bien avant que l'individu ne soit capable de faire des choix conscients concernant sa vie affective ou sexuelle. Ce qui est donc finalement tout à fait cohérent avec les témoignages de nombreuses personnes qui rapportent avoir ressenti leur première attirance dès leur plus jeune âge, sans les avoir choisies ni apprises. Et je dis bien attirance. D'ailleurs, vu le nombre de personnes qui ont été stigmatisées, rejetées ou poussées au suicide en raison de leur orientation sexuelle, ça paraît quand même difficile de soutenir sérieusement le fait qu'elles auraient volontairement choisi de devenir homosexuelles. De nombreuses personnes homosexuelles sont nées dans des familles ou des sociétés où elles ne pouvaient absolument pas exprimer ce qu'elles ressentaient. Certains ont même tout fait pour réprimer leur attirance. La conclusion paraît donc assez logique. L'orientation sexuelle n'est pas une décision volontaire. L'homosexualité est donc naturelle et s'explique scientifiquement. Toute cette perspective permet également d'écarter plusieurs explications populaires qui ont longtemps circulé dans la société. Pendant des décennies, certains ont affirmé que l'homosexualité serait causée par une éducation particulière, par l'absence d'un parent, par certains événements de l'enfance, ou encore par l'influence de l'entourage. Pour le dire gentiment, eh bien non, c'est de la merde. À mesure que les connaissances scientifiques se sont accumulées, forcément ces hypothèses ont perdu toute crédibilité. Il n'existe aucune preuve solide montrant qu'un modèle familial particulier, l'absence d'un père ou d'une mère, ou une certaine forme d'éducation produirait une orientation sexuelle donnée. Donc non, ce n'est pas parce qu'on explique à vos enfants dès leur plus jeune âge ce qu'est l'homosexualité qu'ils vont forcément devenir homosexuels. Ça leur permettra peut-être simplement de mieux comprendre les autres, ou de ne pas se détester eux-mêmes s'ils découvrent un jour qu'ils sont homosexuels. Ou bisexuel, même si la bisexualité est beaucoup plus facile à gérer forcément. Et je dis ça comme ça, mais ça pourrait au passage contribuer à réduire la souffrance psychologique et le risque de suicide chez les jeunes concernés. Bon, tout ça ne signifie évidemment pas que l'environnement n'exerce aucune influence sur les êtres humains. Non, notre culture, notre famille, nos expériences et notre société nous façonnent tous. Elles influencent notamment la manière dont nous comprenons, exprimons ou assumons notre orientation sexuelle. Mais concernant la formation de l'orientation sexuelle elle-même, les recherches suggèrent jusqu'à présent que leur rôle est bien plus faible que ce qu'on a longtemps imaginé. Voilà pour cette vidéo, j'espère ne pas m'être fait trop d'ennemis. Mon but était d'insulter personne,
Désolé les chrétiens pour les petites critiques, c'est juste qu'il y a des faits dans l'histoire qu'on ne peut pas négliger. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne d'une quelconque manière. Je tiens d'ailleurs à préciser qu'il va y avoir des changements d'ici quelques mois. J'ai envie de réaliser certains projets. D'ailleurs, en parallèle, je compte peut-être commencer un peu à publier sur Instagram pour maintenir un lien direct avec la communauté. Le problème, c'est que je n'ai pas une vie très fascinante, donc je n'ai pas grand-chose à publier pour le moment. Je ne voyage pas et il n'y aura qu'une grosse annonce dans les prochains mois si je parviens à concrétiser les choses. Pour ce qui est de publier du contenu scientifique sur Insta, bon, pourquoi pas, c'est un peu suicidaire sur cette plateforme, mais encore une fois, why not? Donc voilà, je n'ai plus grand chose à dire. Si vous voulez déjà vous abonner au Insta, il est en description. Moi, ça me permettra de voir combien de personnes regarderont les trucs que je publierai, parce que j'ai pas envie de publier des trucs scientifiques pour mes amis ou ma famille qui s'en bat totalement les couilles. Sur ce, n'hésitez pas à liker, booster, commenter, partager, vous abonner, et merci aux tipeurs. Il ne me reste plus qu'à vous dire, continuez de rêver, continuez d'apprendre, continuez d'être curieux. À la prochaine.